Alors, mesdames, messieurs, je me réjouis de présenter la Fondation Nature Économie et ses activités. Donc, voici brièvement le plan de la présentation. Quelle est son origine et sa structure, ses objectifs, sa stratégie, quels sont les bénéfices qu'apporte une démarche en faveur de la nature, quels sont les critères de certification. Je présenterai 3 entreprises certifiées parmi les entreprises romandes. Et pour finir, quelques images de référence et divers exemples dans différents endroits. Alors, l'idée que économie et écologie ont bien souvent des intérêts communs a été lancée lors de l'année européenne de la conservation de la nature en 1995. Ce constat a abouti en 1997 à la constitution de la Fondation. Son financement et sa structure. La Fondation est notamment financée par l'économie privée, l'Association suisse de l'industrie gazière et celle des graviers et bétons, donc c'est quand même du lourd. Des sponsors tels que Migros, qui est un des 2 plus grands commerçants de détail de Suisse. Les services industriels genevois, c'est un établissement de droit public autonome dont l'actionnariat est en main publique, canton et ville de Genève et les communes genevoises, et dont je parlerai tout à l'heure. La Confédération helvétique, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de l'environnement. Les entreprises certifiées elles-mêmes, qui, par le versement d'un forfait de certification et d'une cotisation annuelle, tout de proportionnel au nombre d'employés. Voilà, donc le conseil de fondation, lui, est composé de personnes du monde d'associations professionnelles et privées et de l'administration fédérale. Son président actuel, c'est un membre des chambres fédérales, donc du législatif suisse. La fondation est gérée par 3 bureaux privés dans les 3 régions linguistiques. Actuellement, plus de 300 sites en Suisse sont certifiés, dont plus de 70 en Suisse romande. Elles font notamment partie des domaines suivants: les entreprises industrielles dans la métallurgie, l'horlogerie, les produits luxe, l'industrie chimique, les domaines de la santé et des soins, les domaines des gravières et des carrières, les domaines de la construction et de l'immobilier, les domaines de la formation et de la recherche, des sièges d'organisations non gouvernementales, voire même des installations militaires. Alors, vous trouverez à la fin, si vous avez envie ou si vous souhaitez le recevoir par la poste, on a notre rapport d'activité. Puis à l'intérieur, il y a une liste un petit peu plus exhaustive des entreprises certifiées. Depuis peu, une collaboration plus étroite a été mise en place avec les cantons de Genève et de Vaud. Donc là, vous voyez le canton de Genève, le canton de Vaud commence ici, et puis ici, on est en France. En ce qui concerne le canton de Genève, la collaboration a commencé par la publication en octobre 2009, en préambule de 2010, année de la biodiversité, d'une plaquette présentant 15 entreprises certifiées dans le canton de Genève. Les domaines représentés sont très différents et les surfaces des sites certifiés sont également très différentes. Cela va de 815 mètres carrés pour un site à 27 hectares voilà, pour un autre site et 46 hectares répartis sur 5 sites. Donc là, vous avez aussi la brochure 15 entreprises que je peux faire circuler si vous le souhaitez. L'objectif principal de la Fondation est la promotion d'aménagements extérieurs proches de l'état naturel sur les sites d'entreprise. Celle-ci joue sur différentes dimensions. La dimension économique, la réduction des frais d'entretien, l'attractivité du site et l'image de marque. La dimension environnementale, limitation des nuisances comme la qualité de l'air, qualité du climat local, réduction de la chaleur, etc., du bruit, protection des sols,
gestion et récupération des eaux et économie d'énergie. La dimension écologique, favorisation de la diversité biologique en milieu construit, amélioration de la diversité des milieux de la flore et de la faune, maintien ou aménagement d'un paysage harmonieux autour de l'entreprise, la dimension sociale et de santé, amélioration du cadre de travail et de la qualité sur et autour du site d'entreprise, ainsi que l'implication des collaborateurs. Les objectifs de la Fondation Nature Économie sont donc une illustration du paradigme du développement durable. Là-dessus viennent se greffer l'information et la sensibilisation, notamment des milieux de l'urbanisme, de la construction, de l'architecture et des aménagements extérieurs. Le site internet www.nature et économie en un mot et le rapport annuel sont nos deux principaux outils de communication. Et j'ai malheureusement oublié de mettre le nom du site sur ma présentation. Je suis désolée. La stratégie, donc c'est la promotion d'une démarche volontaire en faveur de l'environnement et de la biodiversité. Ce sont souvent les entreprises qui viennent chez nous. Quelquefois, nous allons aussi leur proposer cette démarche. L'implication de l'entreprise et de ses collaboratrices et collaborateurs. C'est la stratégie. Une démarche portée par une ou plusieurs personnes dans l'entreprise. L'organisation de moments récréatifs, par exemple pour les collaborateurs, éventuellement en compagnie de leurs enfants. Et nous espérons également que cette démarche puisse être exportée dans les espaces privés des collaborateurs, notamment dans leur jardin, sur leur balcon, etc. La certification ne demande pas un état figé, mais un processus évolutif. Donc la certification n'empêche pas le développement de l'entreprise. Il ne s'agit pas de créer des réserves ni des milieux protégés, mais des lieux qui, à moyen et long terme, puissent jouer le rôle de milieu de substitution à ceux perdus par l'urbanisation. Tout ça est reconnu par un label, reconductible tous les 3 à 5 ans après une visite d'audit de spécialistes en aménagement extérieur. Les entreprises sont d'ailleurs fortement encouragées à utiliser ce label pour leur communication interne et externe. Et les entreprises sont souvent très fières de ce qu'elles font, notamment les employés. Voici quelques-uns des porteurs de cette démarche. Nous avons ce monsieur qui est le responsable des espaces verts de Versoix et d'Ecogia. C'est le premier site que je présenterai. Le directeur de Sapro, terminal pétrolier genevois, le 3e site que je vais présenter. Là est le responsable de Convive, un atelier de poterie, cabinet de naturopathie et association environnementale. Ça, c'est le plus petit site que nous ayons certifié sur le canton de Genève. Un passionné d'orchidées au laboratoire européen pour la physique des particules, donc le CERN. Le responsable des espaces verts du Palais des Nations, donc l'ONU, et en dernier, un des responsables extérieurs d'Aigues Vertes, une institution pour personnes handicapées. Donc vous voyez qu'il y a un large panel de sites certifiés. On constate que cette démarche ne peut vraiment porter ses fruits sur le long terme que si les dirigeants et les acteurs de terrain s'identifient à celle-ci et l'accompagnent. Je souhaitais illustrer par quelques images quels sont les bénéfices de cette démarche pour les sites d'entreprise. Alors, ils sont paysagers, des sites verdoyants et fleuris, bien plus attractifs que s'ils étaient uniquement recouverts de bitume ou de béton. Les contrastes entre les parties plus sauvages, ici, et un peu plus entretenues sont particulièrement intéressantes. Sociaux, amener de la nature sous les yeux des collaborateurs pour leur donner un meilleur cadre de travail, leur permettre de mieux se ressourcer et offrir l'occasion de mieux connaître et apprécier la nature de proximité. Environnementaux, donc des aménagements en faveur de l'environnement et de la nature sont favorables également aux économies de ressources,
comme par exemple les toitures végétalisées qui peuvent réduire, qui peuvent améliorer l'isolation, et puis récupérer les eaux pluviales, fixer les polluants sur les végétaux. On a aussi une réduction des écarts de température notamment. Les avantages économiques. Les coûts de réalisation d'un aménagement naturel sont souvent réduits car ils ne nécessitent en principe pas d'installation d'arrosage automatique. De plus, les essences indigènes sont souvent moins coûteuses. En Suisse, comme exemple, j'ai pris un exemple, la plantation d'une haie vive composée de différentes espèces indigènes coûte en moyenne 3 fois moins cher qu'une haie de laurel ou de thuya. Les frais d'entretien également sont en général moins importants, moins, voire pas de tonte de gazon, seulement 1 ou 2 fauches par an, pas d'engrais ou de produits phytosanitaires, moins ou pas d'arrosage, moins de matériaux de tonte ou de taille à évacuer. Un entretien réduit entraîne également des économies d'énergie et de CO2 si on utilise moins de machines. Et finalement, écologique, c'est quand même ça qui nous importe. La mise en place de structures adaptées à certaines espèces animales, hôtels à insectes, on en verra un plus loin, tas de pierres pour les reptiles, zones humides ou mares temporaires pour les batraciens ou nichoirs pour les oiseaux, permet d'accueillir une faune plus vaste et la réduction de l'entretien permet l'éclosion d'espèces végétales rares, voire menacées, comme certaines orchidées. Un site d'activité riche en espèces peut enrichir le réseau écologique local ou régional. Les critères de la certification. Il faut qu'au moins au minimum 30% des surfaces résiduelles, donc celles qui ne servent pas à l'activité elle-même, soient aménagées de façon naturelle. Et les toitures végétalisées extensives peuvent être comptabilisées dans ces 30%. Sur ces surfaces, il faut des espèces végétales indigènes, si possible des espèces d'origine régionale, pas de biocides ni d'engrais, des prairies fauchées en principe au maximum 2 fois par an, ou alors aussi des haies vives, des revêtements perméables pour les circulations, les stationnements, les cheminements, sauf évidemment pour les surfaces à forte circulation ou pour des impératifs de sécurité, des aménagements pour l'infiltration ou la rétention des eaux et un responsable au sein de l'entreprise. La démarche elle-même de demande de certification est un processus relativement simple sur lequel je ne vais pas m'étendre ici, mais je répondrai volontiers aux questions éventuelles, ou bien vous pourrez aussi inscrire votre nom si vous êtes intéressé par la démarche ou par les certifications. Donc voici 3 exemples parmi environ 70 sites certifiés en Suisse romande. Nous avons un site public avec des ONG et des institutions. C'est Ecogia à Versoix dans le canton de Genève. En fait, il y a 3 sites sur Genève. Différents sites semi-publics des services industriels de Genève et un site privé, SAPRO, le terminal pétrolier de Genève à Vernier. Le site d'Ecogia est situé sur la rive droite du lac Léman, sur la commune de Versoix. Il s'agit d'un hameau historique abritant un château et une chapelle. On y trouvait un orphelinat géré par des religieuses entre 1903 et le milieu du XXe siècle, et on peut encore voir le socle d'un aqueduc romain datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc un lieu vraiment très empreint d'histoire. Ce site d'accès public accueille à présent différentes entités, sans but lucratif pour les 4 entités d'ailleurs. Donc à l'intérieur du château notamment, il y a des espaces qu'on peut louer pour divers événements, ça c'est plutôt au niveau communal. La Corolle, qui est un espace d'accueil et d'activité pour les personnes handicapées. Le centre de formation du Comité international de la Croix-Rouge. Le centre scientifique de traitement des données de l'astrophysique, ISDC ou Data Center for Astrophysics, lié à l'Observatoire et à l'Université de Genève et à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Il s'agit donc d'un site ouvert à des publics très divers,
Son entretien est réalisé par la commune de Versoix qui a mis en place un entretien différencié. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous au courant du terme d'entretien différencié. Non. Donc l'idée, c'est d'axer plus de moyens ou les mêmes moyens qu'avant à certains endroits pour avoir éventuellement des jolies plates-bandes très colorées, pas forcément indigènes, qui peuvent être horticoles aussi, avec plus d'entretien, et de libérer d'autres endroits du site pour les laisser à la nature et faire là-dessus, donc on fait moins d'entretien. Donc ça, c'est cet entretien différencié qui est souvent matérialisé par un plan d'entretien. Pour faire accepter le concept d'entretien différencié aux habitants et aux usagers, voire parfois même aux employés des espaces verts eux-mêmes, on doit souvent passer par une démarche de sensibilisation. En Suisse, c'est particulièrement encore très fort, le propre en ordre est encore assez ancré dans les usages. Ainsi, c'est grâce à l'engagement des employés des espaces verts et des élus que cette démarche commence à faire partie des habitudes dans de plus en plus de communes. Là, nous avons le fameux hôtel à insectes. Les services industriels de Genève ou SIG gèrent une grande partie des flux de matière et d'énergie sur l'ensemble du canton de Genève. Ils ont donc une multitude de sites. Je ne vais pas tout casser, mais... Comme s'il n'existait pas. On essaye. Voilà, je passe. Voilà. On va déplacer la table. C'est beaucoup mieux. Là, maintenant, on peut blesser quelqu'un. Excusez-moi. Ça va aller. Ça va. Ah, voilà. Merci. Merci. Je vais poursuivre. Donc, les services industriels de Genève, SIG, sont évidemment présents sur tout le territoire genevois. Ils ont un site administratif, ici, celui du Lignon, qui compte plusieurs espèces d'orchidées. Ça, c'est une photo que j'ai prise, moi, sur place. Des centrales hydroélectriques qui comptent des boisements et des petites zones alluviales. Un poste électrique avec des prairies maigres et des surfaces pionnières. Là, ce que je cite, c'est chaque fois des sites certifiés pour eux-mêmes. Hein. Donc, ce n'est pas toute l'entité qui est certifiée, c'est chaque site qui est certifié. Différents sites du domaine des eaux potables, réservoirs et stations de traitement de l'eau, avec des prairies entretenues de manière extensive, afin qu'elles s'amaigrissent. En effet, peut-être que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais une prairie, plus elle est pauvre en nutriments, plus elle est potentiellement riche en espèces végétales. 2 stations d'épuration, Aïr et le bois de baie, avec leurs toitures végétalisées, leurs zones humides, une végétation indigène et des zones pionnières. L'usine de valorisation des déchets des Cheneviers, qui est entretenue par des moutons. Le quai de chargement des déchets de la jonction, dont le bâtiment principal est entièrement couvert d'une toiture végétalisée extensive. Alors, pour la petite histoire, une partie des déchets genevois ne sont pas transportés jusqu'à l'usine d'incinération par camion, mais sur des barges, au fil du Rhône. Et c'est au lieu-dit La Jonction, donc là où l'Arve rejoint le Rhône,
que ces déchets sont embarqués et après amenés à l'usine d'incinération. Avec le barrage de Chancy-Pougny à l'extrémité, peut-être revenir. Voilà, ici, l'extrémité sud-ouest ouais, de Genève et de la Suisse, donc on est déjà presque en France. Les SIG possèdent le deuxième site transfrontalier roman à avoir été certifié, le premier étant le site du CERN. Donc l'ensemble des sites certifiés des SIG constitue d'importants relais pour toute l'agglomération franco-valdo-genevoise. Voilà, enfin le terminal pétrolier de Sapro. Il se trouve en bordure d'une grande zone industrielle et d'activité à proximité de l'aéroport de Genève, de différentes routes à fort trafic, dont une autoroute, de voies de chemin de fer et de réservoirs d'hydrocarbures. Donc a priori, ce n'est pas idyllique. Il est également en contact avec des boisements qui s'étendent jusqu'au Rhône, ça commence à aller mieux. Pour le bon fonctionnement et la sécurité du site, sa partie fonctionnelle doit être exempte de surface naturelle et ou perméable. On voit ça ici, à cause des risques d'incendie ou de fuite d'hydrocarbures. Il s'agit d'une surface de taille relativement modeste qui comprend des prairies fauchées tardivement, des gabions, voilà, un biotope humide ainsi qu'une toiture végétalisée. On y voit régulièrement des orchidées et même une population résiduelle de vipères qui y trouvent des milieux favorables et sans dérangement, comme les promeneurs, les chiens, etc. En effet, le site est fermé et sécurisé et n'est donc pas perméable à la grande faune. Alors là, je fais aussi un petit aparté. La Fondation essaye en général de promouvoir l'absence de clôture ou la pose de clôture favorable à la petite faune, mais ce n'est pas toujours possible et là, c'est peut-être même plus favorable pour la vipère. Ici, les cadres et les employés qui ont la sensibilité, qui ont été sensibilisés à la nature et à la biodiversité font parfois part de leurs trouvailles aux autres collègues et ainsi une dynamique en faveur de toujours plus de nature a-t-elle pu se développer sur ce site. Et pour finir, la Fondation Nature et Économie, c'est également de la sensibilisation et de l'information. Nous avons des journées thématiques avec moins de monde qu'ici malheureusement sur la nature et l'activité économique. Donc, je vous donne 3 titres qu'on avait les dernières années. Moins de dépenses et davantage de nature. Densification et nature en ville. La nature met de la vie autour des entreprises. Là, on a fait une action de plantation d'arbres par des classes de jeunes élèves d'environ 4 à 8 ans. L'encouragement à la sensibilisation des collaborateurs et visiteurs des sites certifiés. Ici, un panneau installé par l'ONU sur le site du Palais des Nations qui présente une partie des espèces que l'on peut trouver sur les surfaces entretenues en prairies de fauche, donc sur le site même du Palais des Nations. Des visites guidées, ici pour une association naturaliste, et puis un site internet et des publications annuelles. Voilà, merci pour votre attention. Vous avez des réactions, des questions? Une question, en fait, la certification, c'est vous qui la faites ou alors vous faites les démarches pour que l'État fasse? Comment ça se passe en Suisse? Est-ce que c'est du coup l'État qui doit... Non, alors la certification, c'est un label qui n'a pas de valeur, si on veut. C'est un label comme une charte aussi qu'on pourrait signer. Simplement, ce label, après, il est possible, il est même très encouragé de le mettre en avant. Donc, c'est moins contraignant que des certifications ISO ou comme ça. On n'est pas là-dedans. Hein.
on est dans une démarche beaucoup plus libre. Et chaque petit effort est déjà le bienvenu. Donc, j'avais une autre question aussi, c'est tout ce qui est travaux justement de paysagistes, c'est vous qui l'organisez ou alors vous rassemblez les différents acteurs et les différentes personnes qui regroupent et du coup chacun fait son corps de métier? Alors ça dépend. Il arrive que des sites soient déjà entretenus selon nos critères. Donc là, on certifie, c'est tout. Puis après, tous les 3 à 5 ans, on revient, on dit « mais vous pourriez encore mettre un tas de bois, vous pourriez encore mettre un hôtel à insectes, etc. » Donc c'est plutôt nous après qui amenons des inputs tous les 3 ans. Il y a aussi des... En conseil, en disant que vous pourriez faire ça, oui. pour améliorer, c'est pas vous qui ramenez... Alors, si l'entreprise le désire, notre bureau d'études pour lequel je travaille, qui n'est pas la fondation, peut le faire, mais d'autres bureaux peuvent le faire également. Par exemple, les gravières, là, il y a un suivi par un biologiste qui a un mandat pour toutes les gravières de Suisse et il fait en sorte que ces gravières soient certifiées. Donc après, ça dépend. Nous, on va juste, si on veut, le minimum, c'est aller regarder sur place, constater le nombre de mètres carrés d'un type ou d'un autre, prairies, gazon fleuri, zone humide. Après, on a encore d'autres catégories. Et puis, nous, on fait nos petits calculs. Et puis, bon, après, c'est aussi des fois même un petit peu global, parce que l'idée, c'est vraiment de faire démarrer la démarche. L'idée, c'est pas dire, bon, vous avez 29% d'espace, on va pas vous donner le certificat. L'idée, c'est, on peut en faire toujours un peu plus. Est-ce que vous avez aussi des filiales, entre guillemets, en dehors de la Suisse, ou c'est... Ben non, parce que on n'est pas soutenu par l'Europe, hein. Donc là, on est soutenu par des entreprises suisses et la Confédération. Mais c'est clair qu'il pourrait arriver qu'on ait des financements européens et à ce moment-là, ça pourrait devenir une entité plus grande. Mais ça, ça dépend pas de moi. Mais effectivement, il y a quand même quelques sites qui sont transfrontaliers, donc on borde à Bâle, à Genève, et puis vers le lac de Constance, là, il y a des sites transfrontaliers. La superficie de peut-être au début, la superficie a été cumulée, vous avez pu mettre... Alors ça, je crois que c'est mis à jour sur le site internet et puis je n'ai pas les détails pour la Suisse romande. Je crois que c'est régulièrement, chaque fois qu'il y a un site de plus, c'est mis... Juste pour avoir une idée d'un ordre de grandeur, est-ce que ça chiffre en dizaines, en centaines d'hectares Ouais, je pense que c'est quand même des centaines d'hectares, ouais. Et sur ces sites, y a-t-il un suivi faune-flore ou c'est laissé à chaque entreprise? Parce que bon, on a vu, moi j'ai l'expérience d'un certain nombre de déménagements qu'on a fait il y a quelques années, on était dans le paysager. Hein, et de fait, maintenant, on décharge, on est revenu dans le cadre d'une extension, et une des mesures compensatoires, c'est de retravailler l'entrée paysagère qui n'a pas du tout adapté à enlever toutes les espèces du sumac, des robinets, etc., toutes les espèces envahissantes qu'ils ont mis à l'époque, parce qu'à l'époque, on aurait juste fallait cacher. Alors là, maintenant, on est rentré enfin dans une logique renaturée, Oui. et en se rapprochant plus des éléments paysagers qu'il y a aussi. Donc j'ai oublié la question du... C'est ce qui est un suivi naturaliste. On mesurait l'efficacité. Alors oui, alors il y a... C'est pas demandé, c'est encouragé, mais il y a un site comme les services industriels genevois, ils peuvent tout à fait le faire.
Il y a des plus petites entités, ils n'ont juste pas les moyens d'engager un biologiste pour ça. Hein. Donc, à moins qu'ils connaissent quelqu'un qui soit étudiant en biologie, par exemple, là, ils peuvent le faire. Donc, si ça existe, on est preneur, parce qu'on peut, on peut toujours, justement, on peut suivre l'amélioration de la biodiversité à ce moment-là. Et il y a eu des partenariats avec les associations locales, justement par rapport à cette suivi, l'équivalent de la LPO, je ne sais pas comment ça s'appelle en Suisse. Il y a des est-ce qu'il y a oui. des partenariats avec des associations naturalistes pour assurer ce suivi? Il y a des sites où des naturalistes collaborent, mais ce n'est pas forcément les associations en tant que telles, parce que moi je fais partie d'une de ces associations. On n'est pas... on se donne des tuyaux si vous voulez, mais il n'y a pas de collaboration officielle. Oui, il y a eu pour l'année de la biodiversité. Là, il y a eu quelque chose, ouais. Au niveau communication, par exemple. Ouais. Alors, la collaboration avec des naturalistes, ça vous dit quelque chose, madame? Oui, oui, ça me dit quelque chose, ça fait la transition. Voilà, merci. Je vais vous présenter rapidement Arcavi. Pardon? Ah, vous voyez rien? Vous allez devoir m'écouter. Donc Arcavi. Arcavi, c'est une société d'économie mixte qui travaille dans le département des Ardennes. Et nous sommes un acteur principal dans le traitement des déchets essentiellement ménagers. Nous sommes une société composée de 75 personnes environ. Et nous sommes répartis sur plusieurs sites de traitement dans le département des Ardennes. Nous gérons notamment 2 centres de tri de déchets ménagers, 4 centres de transfert d'ordures ménagères, des plateformes de compostage et conditionnement pour le bois énergie. Et on a la gestion d'un site qui est une installation de stockage de déchets ménagers qui a 35 ans et sur lequel s'est développé au fil du temps Ah, vous ne voyez pas, d'accord. D'accord. Et donc, notre centre de stockage de déchets a attiré naturellement une faune et une flore spécifiques sur le site. Et actuellement, on va arriver dans les zones où cette flore et cette faune s'est réfugiée. Et dans notre démarche d'amélioration continue, puisqu'on est certifié ISO 14001, nous avons souhaité préserver cette biodiversité du site. Ça va mieux ? Donc, l'enjeu était de concilier nos exigences réglementaires avec les exigences environnementales. Par exemple, au niveau réglementaire, on arrive aussi à un moment où il faut créer des nouveaux bassins, des bassins pour récupérer les eaux de pluie, puisque nous avons une obligation de contrôler ces eaux de pluie avant rejet dans le milieu, et notamment on doit, avec des bassins de décontamination, abattre tout ce qui est matière en suspension. Et donc l'idée, c'est qu'avec ces bassins, on allait non seulement les faire pour faire notre devoir d'entreprise, mais on va les aménager pour préserver la biodiversité.
Il fallait donc aussi identifier les éléments pertinents qui étaient favorables au développement de la faune et de la flore à l'endroit où on allait créer les futurs bassins. Il fallait adapter aussi les réalités de terrain pour pouvoir aménager correctement ces bassins-là et rendre le projet économiquement viable. Voilà, donc l'objectif à atteindre était de mettre en œuvre les mesures appropriées lors de la création des bassins pour préserver la biodiversité du site. Alors, les points clés du projet, nous avons eu dès le départ un partenaire qui est l'association Renard, qui est une association qui regroupe les naturalistes ardennais. Et bien en amont du projet, ils nous ont aidés dans le diagnostic de la faune et de la flore du site et ils nous ont donné des conseils pratiques pour la création des bassins. Et ils vont continuer à nous aider parce que par la suite, ils vont faire également le suivi des résultats obtenus quand le milieu sera recolonisé. On a eu des actions très concrètes lors de la phase travaux. On a par exemple balisé une mare qui existait où on allait créer nos bassins. L'objectif, c'était de ne pas détruire cette mare-là avec les circulations des engins de travaux. On avait également conservé une zone de prairie pour permettre aux insectes de pouvoir se réfugier lors des phases de travaux. On a réalisé les terrassements avant le printemps et on a reconstitué, après la phase de travaux, la haie qui clôturait le site. Concrètement, les bassins ils ont été aménagés avec des pentes douces pour permettre aux oiseaux de venir se reposer, dirigés plein sud pour bénéficier du soleil ardennais. Et le bassin a été fait aussi en forme d'haricot. Comme ça, on préservait non seulement la mare existante, mais aussi ça permet aux oiseaux d'avoir un relief très dégagé. Et on a créé dans les bassins des petits... en fait, c'était des petites îles pour permettre également d'avoir plusieurs zones refuge pour les animaux. Nous avons créé aux abords des bassins une vipière pour permettre aux vipères de s'y réfugier. Des créations de lacunes d'eau supplémentaires également pour faire des zones un petit peu parsemées de repos. Et dans les choix de plantation, nous avons essayé de planter des essences plutôt mellifères parce que par la suite, nous souhaitons mettre en place des ruches. Et donc, les abeilles aiment particulièrement les essences mellifères. Le parcours de visite également a été réduit parce que l'association Renard nous préconisait aussi de rester assez discret lorsqu'il y a des visiteurs pour ne pas gêner la faune qui pourrait se réfugier sur le site. Donc actuellement, on vient de finir en cette phase-là d'aménagement des bassins. Et dans les perspectives qui vont suivre l'année prochaine, donc on s'attache à faire une fauche tardive sur la partie prairie qui est restée. Et également, la fauche sera centrifuge, c'est-à-dire qu'on commence au milieu de la prairie et on tombe vers l'extérieur pour que les insectes qui se réfugient dans cette partie-là puissent s'échapper. Voilà, c'est l'objectif. Et dans les perspectives aussi, j'en ai parlé, on a l'association Renard qui viendra nous aider pour faire le suivi, pour évaluer l'efficacité des actions mises en place et surtout
quel taux de biodiversité est revenu recoloniser le site. Est-ce que la faune actuelle qui est sur le site, elle est bien partie, elle s'est bien transposée vers nos bassins qui ont été créés? Et dans les perspectives, on a également l'installation des ruches, l'installation de panneaux pédagogiques sur le site pour permettre également une bonne communication sur les différentes espèces qu'on peut trouver sur le site. Alors juste pour vous montrer un schéma du plan, je ne sais pas si vous voyez mieux là. Ici, donc, on a notre zone actuelle, le centre de stockage de déchets. Là, c'est la partie qui a été aménagée pour créer nos bassins. En fait, on est sorti de l'enceinte du site, donc il a fallu passer une route. On a traversé la route en dessous, bien sûr. On a un premier bassin qui est ce bassin-là un peu plus industriel, entre guillemets, puisqu'il va nous permettre d'enlever toutes les matières en suspension. C'est vraiment un bassin de décantation assez profond. Et après, on a notre bassin plus réservé au refuge des animaux, qui est celui-là, avec notre mare qui est au milieu ici, qui existait déjà, qu'on a préservé. Une petite île, les pentes douces. Et en queue de bassin, ici, on va planter des roseaux. Au niveau industriel aussi, mais purement réglementaire, nous avons dû mettre tout un système de stations de relevage avec des pompages pour revenir sur le point de rejet initial. Donc on rejette toujours au même endroit. Donc il a fallu basculer, on basculera toute cette eau-là à l'intérieur du site au point de rejet qui était prévu dans notre réglementation. Donc ici, le premier bassin, bassin qui est un petit peu en forme accidentée en escalier pour permettre de bien décanter les matières en suspension. Et ici, la première partie du bassin en forme de haricot là, qui est terminée. Là. On venait juste de le terminer quand j'ai pris les photos. Alors, bien sûr, ce projet a un coût. Le coût global est de 600 000 € environ. Nous avons pu obtenir avec l'agence de l'eau Rhin-Meuse une subvention de 20% sur une assiette de 510 000 €. Donc la différence est l'achat des terrains et des actes notariés qui n'étaient pas pris en compte par l'agence de l'eau. Et nous avons aussi eu une avance remboursable à hauteur de 30% avec l'agence de l'eau. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Oui. Vous avez parlé d'espèces conifères. Oui. Est-ce que c'est des essences locales? Oui, local. On reste sur du local. Oui, oui. Parce que par exemple, l'idéal, à Lyon, des espèces conifères. Oui, oui. C'est aussi des espèces envahissantes. Oui, non, on reste sur du local. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des mares temporaires? On a les petites lacunes d'eau. Après, je pense qu'à un moment donné, elles seront asséchées en été. Oui. Donc, il y a 4 lacunes d'eau qu'on a mises en place. J'ai une petite question. Vous parlez du partenariat avec l'association, puisqu'il y a un autre atelier sur le partenariat. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer comment ce partenariat est né, quelle a été la nature et quelles sont actuellement vos relations avec cette association? Voilà, donc déjà, dès le départ, l'association était déjà venue sur notre site pour voir les espèces présentes sur le site. Avant les travaux.
Bien avant les travaux, ça fait déjà plusieurs années, on a une convention avec cette association-là pour une observation de la faune et de la flore. Donc on les connaissait déjà depuis, je pense, 10 ans. Et on leur avait demandé de faire le diagnostic faune-flore avant les travaux. Et puis, dans ce diagnostic-là, ils nous ont donné des conseils d'aménagement des bassins. Donc après, avec ces conseils-là, nous, on a fait les premiers plans, on est allé voir les différents interlocuteurs, puisque nous sommes installation classée. Donc il y avait notre inspecteur DREAL qu'il fallait rencontrer, le service milieu naturel également, qui pouvait donner leur avis, et l'agence de l'eau aussi. Donc chacun a pu aussi compléter nos premiers plans. Mais l'association Renard nous a suivis à chaque étape. Et là, elle continuera aussi à nous suivre puisqu'elle fera exactement aussi le suivi après l'année prochaine, sur plusieurs années, pour voir l'évolution de l'état des bassins. Donc en fait, avant vos travaux, cette zone-là était déjà vraiment une zone qui accueillait une zone assez remarquable d'un point de vue faunistique et floristique. Voilà, mais pas... Votre stratégie, c'était le laisser voilà. faire. Alors, avant, les travaux n'étaient pas assez... Enfin, cette faune et cette flore étaient dans l'enceinte du site. Et là, nous, on va arriver justement pour exploiter ce site-là. Et donc, il a fallu trouver un autre terrain pour déplacer la faune et la flore du site. C'est pour ça qu'on est passé de l'autre côté de la route. Et donc, avant les travaux, c'était simplement une prairie. Mais la faune et la flore du site se trouvaient de l'autre côté de la route. Non, on ne nous avait rien demandé. Non, on ne nous avait rien demandé. Pardon ? C'était pas des espèces protégées, alors c'est des espèces remarquables mais non protégées. Elles sont... Il n'y a pas de statut juridique. Il n'y avait pas de statut juridique, non, voilà. Non, pas du tout. C'est ça, tout à fait. C'est un site. C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous êtes le site, oui. Alors, le site d'exploitation, il est clôturé. Nous, c'était un grand débat avec notre inspecteur parce qu'il a considéré qu'on était installation classée aussi sur les bassins et il nous a demandé pas forcément de clôturer, mais que le site soit fermé. Sur le bassin, par contre, le premier bassin qui est vraiment très profond, là, nous-mêmes, pour des raisons de responsabilité et de dangerosité, on avait décidé de le clôturer. Donc actuellement, on est resté sur la clôture du premier bassin et autour du site, ce sera fermé. Il y a une haie tout autour et puis l'accès principal, il sera fermé. Pardon ? Pas que ce soit complètement cloisonné, pour qu'il y ait une continuité. C'est ça, tout à fait, oui. Donc la haie fera office de clôture. Est-ce que, en tant qu'exploitant, est-ce que vous organisez des visites annuelles ouvertes au public et est-ce que ces visites, l'association partenaire est associée? Je le cite simplement parce qu'en Alsace, la décharge de Rhin-Rensulaire, il y a un partenariat avec la LPO qui fonctionne depuis des années. Donc chaque année, il y a une journée porte ouverte de visite de la décharge et la LPO anime assure une partie. Pour l'instant, on n'avait rien de défini. Nous, en interne, chez Arcavi, on souhaitait faire une porte ouverte annuelle. Voilà. Donc, avec n'importe quel partenaire. Enfin, voilà. Après, nous, l'association, je pense qu'elle sera très favorable et ce sera l'occasion aussi de présenter les différents partenaires. Est-ce que l'association intervient aussi dans la formation? Quand tu vois l'exemple, mais à sa décharge régionale aussi, il y a la LPO organise avec le personnel des journées de formation pour que le personnel puisse reconnaître, essentiellement à ce niveau-là, c'est les oiseaux,
Pour l'instant, on n'est pas allé aussi loin dans la formation du personnel. Notre étape pour l'année prochaine, c'est faire des panneaux pédagogiques ouverts à tous. Mais c'est vrai que c'est une idée que je vais inscrire pour les formations de personnel. Ça va intéresser beaucoup de monde. Oui. Qu'est-ce qui a motivé à la base Arcadie à se lancer dans un projet comme ça? On a toujours eu cette fibre environnementale et on est engagé déjà depuis 2004 dans un processus d'amélioration continue avec la certification ISO 14001. Et on a un directeur qui est très sensible, qui a toujours été très sensible et qui a porté vraiment le projet malgré des problèmes de terrain, des problèmes de plan et tout ça. Ils ont été fortement moteurs pour aller juste. Ça prend de la place parce qu'une décharge a besoin d'espace. Oui. Prendre une grosse partie comme ça du site pour. C'est mon directeur qui a eu l'idée de traverser la route justement pour ne pas empiéter sur la zone de stockage des déchets et donc pas perdre de vide de fouille pour les déchets. Voilà, donc c'est vraiment lui qui a apporté tout ça. Est-ce que les salariés ont été associés à la démarche? Certains, puisque pour le suivi des eaux, il y a donc des techniciens qui s'occupent d'une station de traitement des eaux, donc ils ont été associés pour le traitement avec le bassin de décantation. Et nous, on a toujours communiqué aussi auprès du personnel et auprès des riverains qui se posent aussi énormément de questions. Justement, comme on est passé sur une autre parcelle, ils se demandaient si on n'allait pas s'agrandir. Donc, il avait fallu vraiment bien communiquer, faire la part des choses entre le bassin et puis le traitement des déchets.